Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Sois sage et parle fort, le podcast qui existe depuis maintenant quelques temps. Je reçois aujourd'hui un invité pour un enregistrement chez moi. C'est encore l'une des premières fois que je fais ça chez moi et c'est toujours un plaisir parce que c'est quand même vachement mieux qu'à distance, je trouve. Donc aujourd'hui, je reçois Cyril. Cyril est le fondateur d'une entreprise qui a maintenant, si je ne me trompe pas, 3 ans. 5 ans. 5 ans Ouais. Qui a 5 ans. Alors, je m'étais trompée sur les dates, donc il y a maintenant 5 ans. Une entreprise dans un secteur dont on va parler. Un secteur qui est, à mon sens, en plein essor et qui a un énorme potentiel dans les années à venir, mais qui ne fait pas encore l'objet d'énormément d'investissements visiblement dans le monde, hein, étrangement. Mais on va avoir le temps d'en parler. Donc je reçois Cyril et je vais te laisser du coup te présenter et encore une fois te remercier pour ta venue jusque dans le 20e arrondissement chez moi dans mon studio fabriqué comme on peut. Il est très bien ton studio. Merci. Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là, Marie. Donc je m'appelle Cyril, je suis cofondateur de Perifit et Perifit c'est la start-up qui est leader dans le domaine de la Femtech en France. Okay. Et donc la Femtech, c'est toutes les technologies qui sont dédiées aux femmes. Et nous, notre mission en particulier, c'est d'améliorer la santé et le bien-être des femmes. Okay. Et on le fait de 2 manières, à travers la rééducation du périnée et à travers l'allaitement, où on a un produit pour chacune de ces problématiques. Ok. Donc, secteur Femtech. Alors d'ailleurs, Femtech, et comme tu dis, c'est toutes les technologies ou les innovations qui sont liées de près, ou plutôt de près, à la santé de la femme. J'ai un peu fait ma curieuse, j'ai cherché sur Internet et en fait, le terme est apparu en 2016 par la cofondatrice de Clou, qui est une application de suivi des menstruations, d'ailleurs que j'ai. Je paye l'abonnement chaque année. Donc c'est une appli où tu peux suivre, tu mets tes règles, les symptômes que tu as, etc. Et ça te dit à peu près quand est-ce que tu vas ovuler, machin. Et donc c'est cette cofondatrice-là qui a parlé pour la première fois en 2016 de Femtech. Et de ce que j'ai vu, c'est que pour l'heure, la majorité des financements qui sont faits dans la Femtech concernent la fertilité, la contraception et la grossesse, mais pas du tout, ou encore très peu, le bien-être intime et la santé mentale des femmes. C'est encore des sujets sur lesquels il n'y a pas énormément de financement. Et donc toi, il y a 5 ans, tu as lancé Perifit, que j'ai découvert... comment j'ai découvert ? Je crois que j'avais reçu j'avais dû voir passer une annonce ou quelque chose. J'ai vu, pas une annonce, mais j'ai dû voir passer quelque chose, en tout cas, sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça tellement original, mais tu vas nous expliquer le mécanisme, j'ai trouvé ça tellement original que j'ai voulu le tester et écrire un article dessus, du coup, pour Femmes Actuelles. Et, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable. Mais avant de revenir sur le produit... Toi, Cyril, quel a été ton parcours pro avant d'en venir à lancer cette entreprise ? Alors, j'ai fait une école d'ingénieur juste avant de lancer ma première société. Donc, on a fait un produit qui s'appelait Bluebee, que personne ne connaît évidemment parce que ça n'a pas du tout marché. C'était quoi ? C'était un porte-clés qu'on pouvait localiser avec une application sur son smartphone. Ça existe maintenant, ça, non ? Ça existe maintenant et Apple a sorti le AirTag qui fait exactement ce qu'on faisait il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans ? Ouais, c'était il y a 10 ans. En fait, t'étais précurseur. C'était en 2010 qu'on avait lancé l'idée. Et ça n'a pas si mal marché dans le sens où on a réussi quand même à écouler 50 000 unités. Okay. Donc c'est pas mal au global, mais c'est très petit pour... faire une société qui grossit et puis il n'y avait pas non plus beaucoup d'avenir là-dedans. Donc au final, j'ai arrêté cette société en 2013. J'ai pris un CDI pendant quelques années où je me suis pas senti très bien. Ouais. Okay. Et donc j'avais très envie de retrouver mon indépendance et j'ai recréé une nouvelle start-up qui s'appelait Perifit. Donc avec au début le produit dédié à la rééducation du périnée. Et je l'ai cofondé avec la personne avec qui j'avais cofondé la première startup. Ah oui, d'accord, donc c'est resté un ami du coup, je suppose, ou un c'est ami entre... Même un frère. Un frère ? C'est ton frère ? Non, on n'est pas de la même famille, mais je le considère comme un frère. Trop bien. Et on était colocataires à l'école. On était dans la même école d'ingénieurs. Et
ouais, pour moi, c'est une des motivations pour développer ma société, c'est de me dire que, à l'inverse des expériences pro que j'ai eues, où je choisis pas les gens avec qui je travaille, là, je sais que je bosse avec mon frère tous les jours, et que du coup, on passe des bonnes journées parce qu'on passe pas mal de temps à rire, on passe pas mal de temps à échanger ensemble, à réfléchir ensemble, à avoir des conversations profondes. Et donc, ça, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup dans ma société. Ok. Et alors, attends, juste quand même, parce que tu étais ingénieur et tu es passé dans la Femtech. Là, on se dit, ok, là, tu vois, t'imagines l'ingénieur qui développe des trucs techniques et tout. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, la santé de la femme, là, il faut y aller? C'est quoi le truc qui a fait que tu t'es dit, il est l'heure de penser au périnée? C'est quoi Quel est le déclencheur? C'est la question qu'on me pose tout le temps, à savoir comment un mec peut développer une sonde de rééducation périnéale. What the fuck? Ouais, tu t'es pas dit genre putain les pyrénées quand même là il y a urgence, parce qu'en plus ça concerne vraiment pas les hommes du tout, parce que tu pourrais dire un truc sur la contraception quelque part, de près ou de loin vous êtes concernés, tu vois. Ouais. Enfin, même de près. Mais là, le périnée, bon, voilà. Mais détrompe-toi, parce que les hommes aussi ont un périnée. Oui. Et ils doivent aussi le rééduquer, notamment après un cancer de la prostate. Mais pas avec le périfite. Alors, le périfite n'a pas le design qui est adapté, même si on a un commentaire sur l'App Store qui dit c'est génial, je l'ai testé, je suis un homme. Mais donc, là, il va falloir le contacter. Ça a été proof testé, mais on le recommande pas évidemment, parce que c'est pas le format qui est adapté à l'anatomie de l'anus. Mais en tout cas, moi je suis tombé sur l'idée de faire des boules de geisha pour jouer à Flappy Bird, pour renforcer le périnée. Et en fait, quand je me suis renseigné sur ce sujet, j'ai vu que une femme sur 3 avait des problèmes de périnée. Les problèmes de périnée, c'est des fuites urinaires qui sont soignés aujourd'hui par des protections urinaires, donc des protections à usage unique, qui ne soignent pas la personne qui a ces fuites urinaires, qui a un vrai problème de santé, et qui en plus ont un impact environnemental. À côté de ça, pour soigner les fuites urinaires, ça peut demander des opérations chirurgicales. De la même manière que si c'est pas soigné, ça peut dériver vers des chutes d'organes qui elles-mêmes aussi ont besoin d'opérations chirurgicales pour être soignées, avec anesthésie générale, potentiellement des complications. Et au-delà de ça, les problèmes de périnée, c'est aussi des problèmes de santé sexuelle, de bien-être sexuel, qui ont un impact sur la santé mentale, au même titre que tous les autres problèmes qu'on vient de citer. On a une femme sur 3 dans le monde qui est touchée par ce type de problème. On a un problème de santé publique qui est massif. Et on a un tabou, comme une chape de plomb qui vient étouffer tout ça. Et on continue du coup à promouvoir des protections urinaires pour des problèmes qui nécessitent un vrai soin. Et les femmes vont pas forcément se soigner pour des raisons financières, pour des raisons de complexité. C'est dur en fait de muscler un muscle qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et que quand tu sais que par exemple rien que le terme clitoris a été intégré dans les livres de SVT il y a quelques années à peine, autant te dire que tout ce qui est la notion de la musculation du périnée, c'est pas encore trop ça. Mais c'est vrai qu'en plus il y a un tabou sur tout ce qui concerne effectivement les fuites urinaires et autres, qui en plus au-delà du postpartum qui est régulièrement la période, on va dire, sensible, ou en tout cas après la préménopause, ménopause, etc. En réalité, il y a énormément de femmes qui sont concernées par des comment dirais-je, faiblesses pelviennes, du fait d'une suractivité physique, d'un manque de musculation, d'entraînement, etc. Voilà, ou peut-être des prises ou des pertes de poids qui font que ça distend les muscles, etc. Et où en fait, tu te retrouves avec des fuites urinaires alors que tu as peut-être 15, 20, 30 ans. Et là, ta solution, c'est d'aller faire des rendez-vous chez des kinés, je suppose, de rééducation. Exactement. Qui sont normalement du coup pris en charge. Oui. Sauf que ça demande d'y aller. Il faut les rendez-vous, il faut l'organiser, il faut y aller, il faut pas être gêné. Il faut en plus que ça soit bien fait, tomber sur la bonne personne. Il y a un véritable enjeu. Après, ça reste la meilleure manière de rééduquer son périnée, d'aller voir un kinésithérapeute ou une sage-femme. C'est les plus experts aujourd'hui, et ce sera jamais aussi bien fait avec notre produit qu'avec un kinésithérapeute ou une sage-femme. Donc, on recommande. C'est pas un remplacement, c'est complémentaire. Alors, nous, on se positionne comme un complément à la rééducation avec un kinésithérapeute et une sage-femme, mais par contre, on sait que beaucoup de femmes n'iront pas chez un kinésithérapeute ou une sage-femme et vont utiliser le périfite pour faire leur rééducation elles-mêmes.
c'est chez toi. plus simple, c'est chez soi, etc. Donc forcément, on essaye de tout mettre en place pour que ça puisse se suffire à lui-même, pour que ce produit puisse se suffire à lui-même et puisse permettre une rééducation complète. Et donc c'est pour ça qu'on a une technologie spéciale pour détecter si la contraction est bien faite ou pas. On est en train de développer tout un programme de coaching avec une sorte de parcours où tu passes d'un niveau à l'autre, où on peut te questionner sur comment tu le sens, est-ce que tu te sens difficile ou pas, adapter ton entraînement par rapport à ton ressenti. Donc c'est un enjeu pour nous, surtout que dans des pays comme les États-Unis où on est très présent. Donc là, vous êtes surtout en France et vous vous êtes développé du coup aussi aux États-Unis. Alors on est 90% à l'étranger. Ah ouais. La France, c'est 10% de notre marché. La France. C'est quoi pourquoi, selon toi? Ça vient du fait que comme la rééducation est remboursée par l'assurance maladie en France, et c'est une exception au niveau mondial, pour te donner un exemple, aux États-Unis, une séance de rééducation avec un kinésithérapeute, c'est $150. Oui. Donc c'est le prix de notre produit qui contient des milliers de séances de rééducation périnéale. Si tu veux faire un suivi avec un kiné, je sais pas combien tu as besoin de séances, mais tu en as besoin d'un paquet quand même, je pense. Ça dépend de la personne, ça dépend de la problématique, mais... tu peux pas te soigner d'un périnée affaibli en une séance comme tu peux pas avoir un corps de rêve en allant une fois à la salle de musculation. Non, la pilule magique n'existe pas pour rien du tout. En général, il faut toujours mettre des efforts dans tout ce qu'on fait pour avoir des résultats. Mais non, après, c'est vrai que moi, du coup, j'ai testé les deux. Donc, le Périfit classique et le Périfit Plus que l'on peut utiliser debout, en mouvement. Et alors, c'était déjà, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi l'information sur la réparabilité et la durabilité, parce que tu n'as pas un truc à charger avec une batterie, avec un truc USB. Donc ça, je trouve, c'est tu te rajoutes de la contrainte, tu vois, les trucs à charger, les machins, il va y avoir la batterie qui tombe en panne. Et aussi l'information selon laquelle si ton Périfit tombe en rade avant 5 ans, alors qu'il est censé tenir 5 ans, eh bien, vous le remplacez. Exactement. Et ça, je me suis dit, mais waouh, tu vois, genre waouh. Et donc, déjà, là, j'avais encore rien testé, que j'étais déjà hyper intriguée. Moi, pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais chez Au Féminin comme journaliste, je rédigeais énormément d'articles sur les sextoys. Donc, j'avais été identifiée par les marques comme la rédactrice sextoy, donc je recevais des colis de Dorsel, machin. Ah, c'est pour toi, Marie, oui, je sais. Et bon, voilà. Et là, j'ai trouvé... ça n'a rien à voir avec un sextoy, ça a la forme d'un vibromasseur, et encore, ça ne vibre pas. Juste, il y a des détecteurs très très fins des contractions pelviennes qui sont distinguées de la contraction musculaire des abdominaux. Donc, c'est pas la même chose. Et alors, j'étais super fière parce que j'ai pris le programme bien-être intime parce que je suis pas concernée par des fuites urinaires, j'ai pas eu d'enfants, etc. Donc, j'ai pris le programme bien-être intime et j'ai été super fière parce que j'ai vu que dès le départ, j'avais une super concentration, super vert, j'avais une force de périnée super forte. Mais par contre, genre ma vitesse de passer de contraction à décontraction, j'étais nulle. Mais genre, tu savais quoi? Genre, je pouvais être très contractée très longtemps ou très relâchée très longtemps. Mais le passage des deux, alors j'ai commencé les exercices et tout. Et c'était... Mais ça passe très vite parce que t'attrapes tu fais voler des oiseaux, c'est des avions qui passent dans des cercles ou des choses comme ça, ou des requins qui attrapent des poissons et tu dois éviter les bombes. Et ça prend pas longtemps, tu définis le nombre de séances que tu veux faire par semaine, par rapport au temps que tu as, etc. Et alors, ce qui était très marrant, j'ai pas l'explication, mais c'est qu'en fonction de l'heure de la journée où je le fais, je peux avoir, genre, t'as un poids qui est indiqué sur la force du périnée. Et genre, la première fois que je l'avais fait, j'étais à 450 grammes. C'est très bien, ça. Ouais, j'étais super fière. Et genre, le lendemain ou le surlendemain, le matin, 150 grammes. J'étais quoi? Là, j'ai pas réveillé, quoi, ou je sais pas. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais en fait, c'est le corps, quoi, trop mystique. Je trouvais ça super intéressant. Donc là, j'ai un petit peu parlé du mécanisme pour qu'on ait une idée de à quoi ça ressemble, mais effectivement, il y a plusieurs programmes en fonction de nos problématiques, avec un suivi, une évolution, des statistiques, des tests réguliers, et une communauté où on peut échanger avec d'autres femmes. Donc, hyper chouette.
Merci, c'est un bonheur de voir que t'es apprécié. Que j'étais à fond, hein. Ouais. Je peux te faire le descriptif du truc. J'ai plus rien à faire, c'est Ça, parfait. Et du coup, pour le fabriquer, comment tu t'y es pris? Parce que tu n'as pas de péridé, tu es ingénieur, mais quand même, il y a des... Exactement, c'est une très bonne question. On était assez limité pour tester le produit. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a appelé tous les kinésithérapeutes et toutes les sages-femmes qu'on pouvait trouver sur les pages jaunes. Mais non. Et on a fait 300 rendez-vous au total sur les premiers mois avec toutes les personnes qui acceptaient de nous rencontrer. À chaque fois, on leur montrait l'idée, potentiellement les prototypes au fur et à mesure des rendez-vous. Et à travers ces rendez-vous, on a pu obtenir 2 choses. Okay. On a pu obtenir un cahier des charges hyper précis de ce qu'on doit faire comme produit pour créer la sonde de rééducation du périnée ultime. Donc, c'était de l'or en barre, surtout qu'on est les seuls dans le monde à pouvoir faire ça. Il n'y a que Perifit qui existe et qui fait ça. Alors, il n'y a pas eu une autre marque? Si, il y a d'autres marques qui font ça. On est leader mondial sur le marché de la rééducation du périnée connecté. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on peut faire ça, parce que c'est en France où on a le plus d'experts de la rééducation de la périnée, de la rééducation du périnée. Et donc, c'était une chance incroyable, en fait, d'être en France pour faire ce produit. Et la deuxième chose qu'on a obtenue, c'est déjà une très belle relation qu'on a avec Sandrine Galakan-Barry, qui est kinésithérapeute, experte en rééducation du périnée, qui avait un organisme de formation, qui a un réseau extraordinaire de personnes qui font de la recherche, notamment dans la rééducation du périnée, et qui nous a connectés avec tout le monde, qui nous a beaucoup aidés sur la conception du produit, et qui nous a trouvé énormément de personnes pour tester le produit, en plus de le tester dans des formes qui étaient forcément très proches du prototype. Donc, énorme chance, et c'est comme ça qu'on a pu le tester. Quand tu parles de cahier des charges, typiquement, ça peut être... je m'y connais pas suffisamment en ingénierie tech, tu vois, pour voir à quoi ça peut ressembler un cahier des charges de ce type de produit, mais typiquement, ça pourrait être... ah oui, il faut réussir à détecter la contraction du muscle qui est de ce côté-là, c'est ce genre de truc-là? Exactement. Ok. Exactement, il faut que la forme du produit, elle ait à peu près telle dimension, il faut que vous soyez capable de capter les contractions selon tel axe par rapport au muscle, il faut que le programme d'entraînement, il contienne tel type de motif de contraction. Donc, quand tu vois dans les jeux, par exemple, tu vois des motifs, à un moment c'est des trapèzes, des moments c'est des carrés. Et en fait, ces motifs-là, ils sont connectés au programme d'entraînement. T'as pas les mêmes motifs en fonction du programme d'entraînement. Okay. En fait, c'est très... on a essayé de gamifier cette rééducation. Donc, vous avez une sorte de sextoy avec des capteurs de pression qui est connecté en Bluetooth avec le téléphone. Et sur le téléphone, il y a un jeu vidéo. En gros, vous pouvez faire sauter Mario en contractant votre périnée. C'est des oiseaux, des trucs comme ça. C'est exactement. Ça. Et il y a plein de jeux, on peut faire des dérapages avec une voiture, enfin on peut faire bouger des nuages. Mais l'idée qui est derrière, c'est que quel que soit le jeu, on a toujours les mêmes motifs de contraction qui sont sollicités. C'est juste une version qui change pour un peu pas se lasser et pour... Exactement. C'est un habillage de l'exercice très basique qui consiste à contracter pendant 3 secondes, décontracter, etc. etc. Et du coup, quand tu as commencé à... Alors, parce que tu as lancé là, tu avais le projet. Est-ce que tu avais déjà eu des financements ou est-ce que c'était genre vraiment... t'es parti de zéro ou est-ce que tu avais déjà, je sais pas, fait des levées de fonds ou des trucs comme ça? Alors, on n'est pas parti de zéro. On est parti de ce qui restait de la première start-up. Ah, d'accord, ok. Donc, la première start-up, on avait levé 60 000 €, ce qui est pas énorme, en particulier pour une start-up hardware. Donc, c'était mes parents qui avaient aidé un peu, les parents de mon associé, et surtout des business angels qui nous avaient contactés parce qu'on avait intégré l'incubateur de Central Paris et qu'ils nous avaient vus sur la photo de l'incubateur et ils nous ont dit nous trouver sympa. Parce que... Tu as des périnées, ça peut être sympa, on va investir là-dedans, c'est parfait. Ok. Et donc, c'était pour... En fait, les 60 000 €, on les avait obtenus pour la première start-up. Ah, ok. Donc, pour le porte-clés. Mais en fait, au départ, du coup, pour Perifit, vraiment, vous n'avez pas fait de levée de fonds au départ? Ah non, on n'a pas fait de levée de fonds. Donc, en fait, on avait encore l'ancienne société. Parce que mon associé avait continué, lui, à développer cette société. Et quand je suis revenu pour faire Perifit avec lui, il restait 60 000 €.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Donc, on n'était pas les plus performants à l'époque, donc on n'avait pas fait grossir l'argent. Mais en tout cas, on partait de ça. Et avec ça, on a pu financer les premiers développements, les premiers mois de salaire et aussi les premières campagnes de crowdfunding. Ah, vous avez fait sur Ulule ou un truc comme ça? Ouais, exactement. On a fait ça sur Indiegogo et Kickstarter. Ah, ok. Après avoir fait ça sur notre propre site, mais sur un financement dédié aux kinésithérapeutes. Ok. Et ça nous a permis d'obtenir plus de financement, qui nous a permis de développer le produit, qui nous a permis ensuite de vendre des produits pour obtenir encore plus de financement et ainsi de suite, faire grossir la société. Quand tu te présentais à des nouveaux interlocuteurs, que ce soit des kinés ou des investisseurs potentiels, en tant qu'homme, ou même que ce soit en tant qu'homme ou pas en tant qu'homme, mais quelles étaient les réactions que tu avais au départ quand tu présentais l'objectif du produit, enfin l'idée du produit? Est-ce que tu avais des réactions un peu sceptiques ou au contraire hyper enjouées? Ah, c'est dur à dire. Je sais qu'il y a des grosses difficultés dans ce secteur pour lever des fonds. Ok. Moi, mon expérience de levée de fonds, elle était surtout à l'époque où on était dans une croissance extrêmement forte. Ah, okay. Donc, chaque mois, on multipliait par 2 nos revenus, à peu près. Et on avait besoin d'argent pour le besoin en fonds de roulement. Parce qu'en fait, nous, on a une logique où quand on achète auprès des usines le produit, il est livré 4 mois plus tard. Quand une cliente le paye, il est livré immédiatement. Oui. Donc en fait, il faut financer 4 mois de stock. Et en particulier, quand tu fais x2 tous les mois, c'est chaud, ouais. Faut financer 4 mois de stock qui augmentent de manière exponentielle. Ouais. Donc ça fait beaucoup de fonds, on n'avait pas du tout ces fonds-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'on est parti voir des fonds pour leur dire, écoutez, regardez comment ça augmente très vite. Et en général, quand tu as ce type de métrique, donc d'augmentation de revenus, ils sont plus en train de te supplier pour te donner de l'argent que l'inverse. Okay. Donc à ce moment-là, j'avais pas eu de soucis, mais comme on avait trouvé d'autres solutions, finalement, on n'a pas pris les fonds qui nous ont été proposés. Mais par le passé, j'avais essayé de lever des fonds, je sais plus exactement si c'était pour le porte-clés ou pour PeriFit, mais j'avais pas eu de réponse positive en tout cas. Je sentais qu'en fait, c'était un travail à plein temps de lever des fonds. Et je me disais, mais je vais être plus rentable à développer ma société et à me débrouiller pour qu'à passer tout mon temps à lever des fonds et qu'ensuite j'utilise ces fonds pour payer des gens qui vont eux développer ma société. Ouais, je comprends. De toute façon, je pense que l'idéal d'une croissance d'une entreprise ou d'une start-up, c'est quand même de réussir à grandir sans avoir à lever de fonds. Enfin, c'est d'arriver à la rentabilité sans avoir à faire des levées de fonds et tout. Enfin, après, en dehors de mes passions pour tout ce qui est les émotions, la psychothérapie, etc., je parle assez peu de ces sujets-là d'habitude, mais je suis beaucoup l'actualité des startups, etc. Enfin, tu sais, je regarde tous les jours les actualités de l'ADN, Madines et compagnie, et je vois le nombre de startups qui lèvent des fonds et où, en fait, tu vois que 3 ans après, elles coulent toutes, parce qu'il y a une quantité de startups ça pousse comme des champignons tous les matins. Ouais. T'as des gens qui balancent de l'argent dedans, et en fait, 3 ans après, c'est pas rentable, ça coule, et c'est fini. T'en entends plus parler, ils mettent la clé sous la porte. Et je me dis, mais c'est aussi ça qui me laisse un peu mitigée sur cette histoire de lever des fonds, d'investir, d'être investisseur, machin et tout. Parce que tu te dis, en fait, comme tu le dis très bien, c'est un travail à temps plein d'aller d'aller faire les dossiers, les trucs comme ça. C'est du temps que tu ne passes pas à être en train de concrètement mettre la main dans le cambouis sur ton produit, quoi. Donc... et à le rendre rentable, en fait, parce qu'il a tout le potentiel pour être rentable sans avoir forcément besoin d'investisseurs. Donc, bravo, du coup. Oh, c'est trop gentil. Non, merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour sans qu'on voit une news sur une startup qui a encore coulé, ou qui est en difficulté, ou qui est rachetée, etc. Tu vois. Ouais, mais en ce moment, c'est particulier. C'est très difficile de se financer. Ouais. Et tu as beaucoup de startups qui ont un modèle où elles vont lever une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, parce qu'il y a des startups, des sociétés même, qui ont un potentiel énorme, mais qui ont besoin de passer 5 ans, 10 ans, des fois 20 ans, sans gagner d'argent, pour arriver à leur forme finale. Par exemple, Spotify n'est toujours pas rentable. Ah ouais ? Ouais. Ça fait un moment que ça existe. Ça fait un moment qu'ils lèvent des fonds, en fait. Mais ils sont toujours pas rentables. Mais ce qu'ils visent, c'est pas la rentabilité. Ce qu'ils visent, c'est la croissance.
Parce qu'ils savent que le jour où ils auront atteint leur maximum de pénétration de marché, ils vont pouvoir réduire leurs charges et passer à une rentabilité énorme. Facebook, avant d'arriver à cette rentabilité énorme, je crois qu'ils ont 60 milliards de résultats par an, ce qui est phénoménal pour n'importe quelle société. Ils sont passés par, il me semble, 10 années de perte d'argent consécutive. Donc en ce moment, il y a beaucoup de startups qui font faillite parce que tu peux plus lever de fonds. Et donc ce type de trajectoire n'est plus accessible que pour les meilleures d'entre elles. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et après, sur le plan de le sujet de la Femtech, j'ai lu un article suisse qui disait qu'apparemment, ce sont généralement des hommes qui financent encore la Femtech. Étonnamment. D'ailleurs, la Suisse est assez précurseur sur justement la Femtech. Oui. Ils ont énormément de startups sur tout ce qui est alors capteurs de risque de naissance prématurée, mais aussi des capteurs, des bracelets que tu portes la nuit et qui permet de mesurer à quel moment tu vas ovuler, etc. Enfin, apparemment, ils sont assez précurseurs. Et j'ai aussi noté qu'il y a eu le premier accélérateur de Femtech qui a été basé à Londres. C'est le premier en Europe à avoir été créé par Louise Stevenson, qui avait lancé, je crois que c'est elle qui avait fait l'appareil portable de suivi de fertilité la nuit, peut-être. Ah. Mais là où j'ai noté quand même un point un peu qui reste en suspens pour l'instant, c'est qu'effectivement la Femtech est en pleine croissance et devrait apparemment peser 100 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un chiffre que j'ai vu. Mais ça concerne les femmes dans les pays occidentaux. Oui. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est un secteur qui est en plein essor, mais qui est encore assez prémisse. Mais en fait, il y a toutes les femmes du reste du monde, dans les autres pays un peu sous-développés, entre guillemets, qui n'ont pas accès à 1% de ceux qu'on a accès en termes d'information, en termes d'éducation à la sexualité, etc. Mais il y a eu une entreprise qui a été créée qui s'appelle, je me suis notée, qui a été créée au Pakistan et qui s'appelle Aurat Raj. Et c'est un outil en ligne d'information sur l'hygiène menstruelle et la santé reproductive avec des chatbots en pakistanais, pour les femmes pakistanaises. Et c'est l'une des seules femtech dans les pays en développement qui existent pour l'instant. Donc, c'est chouette, en fait, de voir l'émergence de la femtech et de tous ces investissements qui sont en train d'être faits pour ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'il y a encore... on se rend compte qu'il y a un travail gigantesque à faire, ne serait-ce que sur la base de l'information, de l'éducation pour les jeunes femmes et les filles, quand tu sais qu'il y a des pays où, en fait, avoir ces règles, les femmes ne dorment pas dans les villages pendant qu'elles ont leurs règles. Elles sont obligées de sortir du village et d'aller dormir dans les bois. C'est horrible. Donc, tu vois, tu te dis, waouh, en fait, le chemin qu'on a à faire encore... Oui, c'est énorme. Mais tu as tout vraiment bien fait de te lancer, d'y croire en tout Merci. cas. Mais tu avais quelqu'un de ta famille qui était concerné peut-être par ces sujets-là ou Oui, ouais, j'avais ma mère qui avait un prolapse. Je comprenais, j'ai un peu découvert ça à ce moment-là. J'ai découvert le fait que c'était quelque chose qui était à la fois fréquent et hyper contraignant pour les femmes, qu'il y avait des manières de se soigner, mais que c'était un peu invasif, et surtout que l'errance médicale dans ces cas-là, elle est très longue. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui vont décider d'aller se soigner à partir du moment où le problème devient vraiment grave, parce qu'en fait, si tu le soignes pas pendant longtemps, tu peux avoir au bout d'un moment des abrasions sur l'intérieur de la peau du vagin à force de frotter sur la culotte. Parce qu'un prolapsus, c'est une descente d'organes. Exactement, un prolapsus, c'est la descente d'organes. Donc ça veut dire que ton vagin, la peau de ton vagin sort littéralement vers l'extérieur et tu as tes organes qui sont localisés du coup à l'extérieur de ton corps. Oh mon Dieu. Comme un sac en plastique en fait. Et du coup, quand tu as cette peau qui descend, quand tu marches au quotidien, si c'est ta culotte qui retient tes organes, c'est-à-dire que tu as une pression de tes organes. C'est tellement douloureux. C'est extrêmement douloureux, mais c'est aussi extrêmement grave. Parce que ce type d'abrasion, si ça peut créer des complications, des infections, ça peut même toucher tes organes au bout d'un moment. Et donc, quand tu arrives à ce type de situation, soit tu utilises un PCR, c'est un petit dispositif que tu mets un peu comme un bouchon
pour bloquer la descente, ou bien c'est une opération chirurgicale. Ok. On va te mettre une sorte de de filet, De sécurité. comme un filet pour les oranges, à l'intérieur de ton corps. Mais il y a eu des cas hyper graves de complications où tu as des femmes à qui on a mis ce type de filet, mais les filets n'étaient pas bien homologués, ce qui fait qu'elles ont des douleurs permanentes au quotidien et c'est plus possible de retirer le filet Mais par une autre opération. un prolapsus, une fois que tu as un prolapsus, tu peux... Enfin, c'est déjà trop tard, j'ai envie de dire, parce que du coup, le prolapsus, il est causé par... En général, c'est quoi la cause d'un prolapsus, à part le fait d'avoir un muscle pelvien tellement insuffisamment musclé que ça entraîne du coup petit à petit les organes qui descendent, et du coup, ça cause le prolapsus, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu as le prolapsus, c'est déjà trop tard pour faire la rééducation du périnée, non? Tes chances sont déjà assez réduites de pouvoir te soigner avec de la rééducation du périnée. Parce que ton périnée, c'est comme un hamac Ouais. qui vient supporter les organes. Mm. Sauf que quand ton périnée perd en tonus, ce hamac, il se met à descendre jusqu'au sol. Et donc, ce qu'il faut, c'est réussir à le remuscler pour le faire remonter, pour lui redonner son rôle de hamac. Sauf que parfois, quand il descend jusqu'au sol, un hamac, au bout d'un moment, tu vas en racheter un nouveau, quoi. Mais sauf que ça marche pas comme ça avec le corps. J'aime bien, ouais. Donc, mais c'est possible de faire de la rééducation. On a des patientes qui ont entre 70 et 90 ans, qui font leur entraînement avec Périfit tous les jours. J'imagine tellement pas une amie de 80 ans avec son jeu là, d'Happy Bird, mais c'est génial. Ouais, mais c'est hyper touchant. C'est trop bien. Et on a reçu pas mal de témoignages de personnes qui ont vu un urologue qui leur a dit on va vous opérer, vous pouvez faire de la rééducation du périnée en dernier recours, mais si ça fonctionne pas, vous allez vous faire opérer. Et on a plein de personnes qui nous contactent pour nous dire mais merci, j'ai évité l'opération grâce à vous. Et ça a permis de remonter, de exactement, hamac. Exactement. Et le pire, c'est qu'elles nous disent j'ai essayé plein de choses avant, j'ai fait du pilates, j'ai essayé des boules de geisha, j'ai essayé d'autres appareils de rééducation. Je suis en train de penser à un truc, c'est que les boules de geisha sont souvent vendues, notamment avec les exercices de Kegel. Donc, c'est des petites boules, en gros, c'est des boules de la taille de le cochonnet de la pétanque. On est parti sur le hamac et le cochonnet, là. Le prochain exemple, c'est le Ricard. Écoute, je sais pas. De cette taille-là, qui sont séparés par des espèces de fils. Oui. Donc, il y en a 2, 3 ou 1, enfin, ça dépend. Et l'idée, c'est de les mettre à l'intérieur du vagin et de faire des exercices de contraction, décontraction, ou de les porter. Et en fait, parce qu'on les porte et que le vagin doit gérer, on va dire, cette présence-là, et du coup, il englobe les boules. Alors, j'ai déjà essayé, j'ai pas du tout adhéré au truc parce que je comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas l'intérêt. Et tu n'as pas l'impression de travailler quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est un peu limité comme type de produit sur le plan de l'efficacité parce que tu peux pas vraiment mesurer si ta contraction est vraiment efficace. Ouais. Déjà, il y a ça. Ensuite, le pilate. Pour reprendre ton exemple, effectivement, via l'exercice de respiration, de contraction du bas du ventre, c'est très bien, mais en fait, ça va muscler surtout tes abdominaux. Donc, en fait, de là à muscler vraiment ton périnée, pour être sûr que ça muscle vraiment ton périnée, même si ça peut pas faire de mal. Si tu forces trop ou que tu forces mal, tu peux en plus aggraver la situation. Donc, ouais. Sur ces points-là, je recommande quand même aux personnes de tester le pilates, de tester des appareils qui sont vraiment pas chers. En l'occurrence, si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter un produit comme Périfit, il faut vraiment quand même tenter quelque chose. On peut essayer de faire les exercices sans appareil du tout. Et ça peut potentiellement produire des résultats. Le truc de se retenir de faire pipi ou des trucs comme ça. Alors, ça, c'est déconseillé, je crois. En plus. Alors, justement, le stop pipi, on peut le faire une fois, mais pas tout le temps. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, il faut surtout pas le refaire. Pourquoi ? Le fait de faire en permanence cet exercice, ça peut créer des problèmes mictionnels. Ah, ok. Et ça peut être grave. Okay. Donc, c'est pas l'exercice. En gros... Tu sais que je suis sûre que tu t'y connais mieux en périnée que beaucoup de femmes. Hein. C'est possible, possible. Oui, c'est sûr. C'est mon métier en même temps, c'est naturel. Donc, c'est bien de comprendre comment contracter son périnée grâce
au stop pipi, mais il faut surtout pas le faire à chaque pipi, parce que clairement, si on le fait à chaque pipi, on va créer des problèmes mictionnels qui peuvent générer de l'incontinence derrière. Donc, mauvaise idée. Enfin, fausse bonne idée en tout cas. Okay. Mais c'est toujours possible d'utiliser d'autres types d'appareils. Nous, on voit les clientes qui ont tout testé et pour qui ça n'a pas marché et qui utilisent PeriFit et qui disent « Enfin, j'ai trouvé la solution ». Mais il y a certainement des personnes qui ont fait du Pilate et pour qui ça a marché. Bah, dans ces cas-là, très bien. Mais du coup, ma petite question, à quand est-ce que la sécurité sociale va rembourser le PeriFit? C'est prévu ou Ouais, on y travaille. Bah, c'est notre objectif. En gros, notre mission, c'est d'améliorer la santé et le bien-être des femmes le plus significativement possible. Et tu as deux manières d'être significatif. Soit par le volume, soit par la qualité. Donc, ce que je veux dire, c'est que soit tu peux soigner le plus de femmes possible, soit tu peux soigner le mieux possible une femme. Ouais. Et on essaie de faire les deux. Donc, on a fait des choix dans le design pour que le produit soit le plus accessible possible, tout en ayant le plus d'impact possible en termes d'impact sur la santé. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on ne peut pas réduire le prix indéfiniment. Ça reste un produit quand même très élaboré. Enfin, il y a une technique derrière. Enfin, tu ne peux pas baisser le prix à... Ouais, voilà, on essaye de le rendre le plus accessible possible, mais derrière, il y a des mécanismes aussi fiscaux qui permettent de réduire le prix avec le remboursement de l'assurance maladie. Et donc ça, c'est un sujet qu'on explore. Ça prend du temps. Les mutuelles, peut-être aussi. Les mutuelles, on a essayé en France, ça n'a pas très bien marché. Ouais. Bah alors, les gars, on vous attend. Là, je vais vous envoyer à toutes les mutuelles. Là, Oui, et si vous avez des amis dans les mutuelles, n'hésitez pas. Alors, petit message à destination des gens qui travaillent. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, ils commencent à rembourser les séances de psychologie, les séances de sophrologie, les machins. Pourquoi pas la rééducation du périnée via des appareils dédiés à ça, quoi. Bah, j'espère que ça va venir. Et du coup, là, je vais faire une petite parenthèse par rapport au sujet. Alors, c'est pas le sujet de la Femtech, mais c'est plutôt parce que, bon, si je recentre ma question, Marie, concentre-toi. Dans les programmes qui sont proposés par le PeriFit, tu as le bien-être intime. Parce qu'effectivement, un périnée plus musclé, ça permet d'avoir plus de plaisir pendant les rapports sexuels. Pourquoi ? Parce que plus un périnée a une bonne musculation et une rapidité de contraction des contractions, plus le clitoris a la capacité à durcir pendant les rapports et donc à générer du plaisir, etc. Donc, ça permet aussi d'éviter les douleurs pendant les rapports sexuels que certaines femmes ressentent pour diverses raisons, en dehors évidemment de raisons psychologiques. Il y a des raisons parfois physiologiques d'un périnée qui n'est pas suffisamment musclé ou qui est pas, voilà, un plancher pelvien qui n'est pas suffisamment fort. Donc il y a aussi ce programme-là de bien-être intime. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous jouez dans votre... Enfin, pas vous jouez, mais qui est l'un des arguments de PeriFit, ou est-ce que vous vous concentrez vraiment beaucoup plus sur tout ce qui est fuite urinaire Alors, on va le mentionner, ouais. Le bien-être intime, le bien-être sexuel. Néanmoins, dès que tu vends un produit qui va avoir un impact sur ta vie sexuelle, tu es en difficulté pour en faire la communication. Les régies publicitaires ont des politiques qui interdisent généralement la promotion d'objets dédiés au plaisir sexuel ou juste dédiés aux adultes. Et par contre, les publicités pour le PeriFit sur le plan incontinence urinaire, t'es autorisé ? Et là où normalement on doit être autorisé, étant donné la forme du produit, on se retrouve malheureusement souvent catalogué comme un produit pour adultes. Donc en fait, ça veut dire que si tu fais des ads sur Insta ou sur... je sais pas comment vous faites, mais si vous en faites, vous êtes ça disparaît ou vous êtes pas mis en avant du tout ? Alors on est même censuré. En fait, les ads, tu as un process où tu programmes ta publicité, ouais. Ensuite tu la valides et tu attends le retour de la régie, donc de Meta, de Facebook, Instagram, qui te disent c'est bon, ta pub est validée, on peut la diffuser. Et en général, au lancement de ma société, elle était souvent invalidée. Donc on a dû trouver des manières de contourner ça. Aujourd'hui sur Amazon, on a beaucoup de mal à être visible. Amazon censure carrément notre produit. Il y a eu de très longues périodes où quand tu tapais PeriFit sur la barre de recherche d'Amazon, tu tombais sur tout, sauf sur nous. Et de manière générale, c'est compliqué de mettre en avant un produit qui a un bénéfice sur le bien-être sexuel. Je vais faire un parallèle, mais très lointain. Ok. Attention. Allons-y. Attention. Mais c'est marrant parce qu'il y a
j'ai lu un livre de Osho. Les gens qui m'écoutent, ils vont être saoulés à force que je cite cette personne-là, puisque ça fait plusieurs fois que je le cite. Osho, c'est celui qui est à l'origine du tantra. Il n'est pas à l'origine, mais c'est lui qui l'a remis au goût du jour et qui l'a traduit d'une manière plus facile au siècle dernier. Bref, et il y a un des livres où il explique qu'il n'y a que 2 tabous dans le monde, c'est la mort et le sexe. Et c'est de là où il y a ne naît la vie et disparaît la vie, c'est du sexe et la mort. Et c'est marrant parce que c'est aujourd'hui l'un des secteurs, alors pour parler des sextoys, en tout cas des sextoys et du plaisir sexuel, c'est un des secteurs qui fait le plus de fric, je pense, en ce moment dans le monde depuis surtout le Covid. J'avais vu les chiffres, genre les hausses tout ça, ce que ça représentait avec le Womanizer et tous les autres qui ont cartonné au moment du confinement. Et pourtant, ça reste des produits qui sont censurés. Donc, il y a un côté où on ne fait pas de publicité dessus et pourtant, on n'arrête pas d'en entendre parler et c'est vendu comme des trucs incroyables qu'il faut absolument avoir chez soi, qui rapportent énormément d'argent aux marques. Et à côté de ça, tu as ce paradoxe de dire, mais il faut surtout pas les mettre en avant. Ouais. Il y a un truc qui m'échappe, là, tu vois, C'est quoi J'ai pas de réponse, hein, c'est une question ouverte, mais je trouve ça assez drôle, entre guillemets, de voir qu'il y a une marchandisation du plaisir sexuel, hein, quelque part, il faut le dire. Surtout depuis la libération de la femme dans les années 70, où on s'est dit, tiens, si en plus on peut faire de l'argent dessus, ça peut être pas mal. Je le dis en rigolant, parce que c'est très chouette, hein, bien sûr, ça permet de mieux connaître son corps, et il y a plein d'avantages à pouvoir découvrir aussi son corps via les sextoys. Mais il y a un paradoxe quand même, où c'est un marché qui génère des milliards d'euros, de dollars, de ce que tu veux, et qui, à côté de ça, reste censuré et dont il faut pas trop parler, tu vois. Ouais. Pourquoi ? C'est une bonne question. Moi, j'ai pas la réponse. J'ai l'impression qu'il y a un problème de maturité émotionnelle de notre société. Donc, on n'est pas encore à l'aise pour parler de sexualité à tous les niveaux. Et quand tu as une société comme Amazon ou comme Facebook qui va avoir parmi ses utilisateurs des personnes qui vont être très mal à l'aise si elles voient des objets à caractère sexuel face à eux et que ça peut créer une expérience négative pour elles, elles vont prendre la décision de censurer pour polisser leur image et maintenir une bonne expérience pour tout le monde, même si ça dégrade l'expérience de certaines personnes et de plus en plus de monde en fait finalement, parce que on est de plus en plus sensibilisé à comment on se sent dans toutes les situations et notamment à travers la sexualité. Donc à mon avis c'est une marche qui est en train d'avancer dans la bonne direction, mais on n'y est pas encore. Je t'en prie. Depuis tout à l'heure, Cyril hésite à prendre son verre. Tu as le droit. Puisque tout ce qui est campagne publicitaire, etc., vous avez des difficultés à être présent par ces biais-là. Alors, entre nous, de fait de mon métier, de ce que j'ai fait depuis quelque temps, je suis convaincue que la publicité n'est pas indispensable pour la réussite d'une marque ou d'un produit ou d'un service. Pour moi, le bouche à oreille et en fait la réassurance et la réassurance par des personnes qui testent et qui en parlent, l'engagement communautaire, pour moi, c'est le truc qui est... je dis pas que ça doit remplacer la publicité, ça peut être complémentaire, mais en tout cas, c'est terriblement efficace, en fait. Tu es devant un produit et tu sais que tu as 50 personnes qui le recommandent et qui disent « Bah ouais, moi je l'ai testé, c'est incroyable, machin. » Ça te convainc plus qu'une publicité qui est partagée sur Instagram où tu vois sponsorisé, en fait. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez vraiment accès... par défaut aussi, à défaut de pouvoir faire du ads, est-ce que vous vous êtes concentré du coup plus sur... de la viralité, de l'engagement communautaire ou la réassurance par des professionnels de santé? Alors, donc il y a plein de questions. Là, il va falloir que je progresse sur cette... Non, mais je vais structurer la réponse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contourner cette difficulté de faire de la publicité sur Facebook, par exemple? Et comment est-ce qu'on peut faire de la croissance sans publicité? C'est ça. Et voilà, c'est la fin de la première partie de l'épisode avec Cyril. Je vous invite du coup à écouter la suite. On parlera beaucoup plus d'entrepreneuriat, du rapport au travail en France, du sujet du télétravail
et d'autres sujets qui devraient vous intéresser. Alors, à très bientôt.